contrôle américain et financé par les Américains, ont décidé, avec les moyens qu'ils ont sur place, de foutre un peu de bordel. Je crois qu'ils ont tué beaucoup de Chinois d'ailleurs, parce qu'en réalité la violence c'est plutôt les Tibétains qui ont agressé la communauté commerçante chinoise. Ils ont tué pas mal de gens, et le but c'est d'emmerder les Chinois, et voilà. Donc moi franchement je ne bouge pas sur ce sujet-là. Je ne m'investis pas là-dedans. Il y a deux combats dont je me tiens très éloigné en ce moment, c'est Béthencourt là et le Dalai Lama, enfin et le Tibet. J'y touche pas. Mais je veux pas dire pour autant que le Tibet c'est le bonheur et que les Chinois méritent de dominer le Tibet. Je dis simplement c'est trop compliqué, trop tordu pour que j'aille me jeter là-dedans avec la naïveté et l'innocence d'un lycéen, quoi. Mais c'est ce que font pourtant tous les journaux, quand on n'entend parler que de ça. Récemment, alors moi j'ai pas la télé, mais je regarde un peu ce qui se passe par internet, je vais sur Dailymotion et tout. Récemment, il y avait une émission, à vous de juger, je crois, avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Il y avait un représentant chinois qui s'est fait maltraiter quasiment parce que enfin bon, j'ai pas vu toute l'émission, quoi, mais oui, il y a visiblement une volonté d'accompagner la cause tibétaine de la part des médias dominants occidentaux, qui s'inscrit dans une lutte plus globale. Si on s'intéresse à la question, par exemple sur notre site Égalité et Réconciliation, il y a tout un dossier sur le Tibet en disant si vous vous intéressez au Tibet, allez chercher un peu des informations ailleurs qu'à TF1, quoi, voilà. Et quand on cherche, on trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que le régime tibétain lamaïque, c'est pas des bisounours, hein, c'est un régime féodal. Ouais, c'est un régime très dur, ouais. Oui, bon, je dis pas que les Chinois c'est le bonheur non plus, mais et puis surtout il faut regarder la carte, quoi. Le Tibet, c'est la porte de la Chine sur l'Inde. De toute façon, ils ont toujours été sous dépendance. C'est pas avant le Tibet était libre. Ils n'ont jamais eu vraiment d'indépendance. Non. Ce qui est agaçant, c'est que c'est la pauvreté de traitement du sujet, cette instrumentalisation grossière dans une lutte très simple, c'est on va emmerder les Chinois parce qu'ils ont eu les Jeux Olympiques. Je veux dire, en ce moment, les Américains font 10 fois pire en Irak que ce que font de façon les Chinois au Tibet. On boycotte pas les États-Unis. Récemment, il y a eu le Salon du Livre, l'invité d'honneur était l'État d'Israël. On voit ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment dans la bande de Gaza. Personne ne monte au créneau dans les médias dominants. Donc, je veux dire, à un moment donné, arrêtons la tartufferie. Moi, je me bougerai sur le Tibet quand on aura réglé la question palestinienne, quand on aura réglé la question irakienne. Vous voyez, c'est pas dans. J'ai mes pauvres, hein, j'en ai d'autres avant ceux-là, quoi. Et surtout, je me suis intéressé à une certaine époque au Tibet, et j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais naïvement en tant que type qui a une culture de gauche. Et surtout, j'ai été étonné, j'avais écrit un texte pour me moquer du Dalai Lama dans un livre, j'ai reçu des menaces d'associations tibétaines genre de France qui écrivaient vous avez osé vous moquer de la 14e réincarnation, ignoble vermine, nous vous maudissons pour 15 générations. J'ai découvert des gens qui n'étaient pas vraiment des démocrates et qui se comportaient un peu comme on se comportait en France peut-être au XVIIe siècle, quoi. Je veux dire, donc j'invite les gens qui s'intéressent, puisque le Tibet est sur le devant de la scène en ce moment, à se cultiver sur la question, parce que le but c'est quand même de faire, comme on peut rien faire de toute façon, c'est au moins d'élever son niveau de connaissance du sujet. Donc notamment aller, par exemple, il y a un site très bien d'un Belge qui s'appelle Michel Collomb, qui est très bien fait, il y a beaucoup d'informations sur le Tibet, on a beaucoup d'informations aussi sur notre site Égalité et Réconciliation. Avant de vous prononcer sur le Tibet, cultivez-vous sur la question et vous verrez qu'une fois que vous serez vraiment intéressé, vous n'aurez malheureusement plus grand chose à dire, vous serez perplexe, vous saurez plus trop quoi dire, quoi, voilà. Et voilà, c'est... Vincent, tu restes avec nous, on va prendre Julien et Faisal. Julien, bonjour. Oui, bonsoir. Faisal, c'est Faisal? Oui, pardon. Bonjour Faisal. Et Julien, on vous écoute, Julien. Bonjour Julien. Alors, écoutez, bonjour, rebonjour Alain Soral, bonjour aux auditeurs de Ici et Maintenant, une radio que j'ai connue il y a bien longtemps maintenant. Alors j'écoute Alain Soral depuis le début. C'est gentil, merci. Je me présente quand même, parce que comme disait Roland Barthes, il faut savoir d'où on parle. Donc je suis le rédacteur en chef de la radio Vraiment Libre. Et j'ai connu Alain Soral il y a bien longtemps maintenant, il y a plusieurs années. Il fait partie, je suis journaliste, hein, entre autres, et il fait partie des premières personnes que j'ai interviewées. Et si j'ai continué à faire ce métier, c'est un peu en partie à cause de lui. Je ne dirais pas grâce à lui, car c'est pas un métier que j'ai envie de faire encore longtemps. Donc la question pour Alain,
Je l'ai entendu parler de la culture underground, etc. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse. La politique, j'en ai un peu marre, contrairement à lui. Hein, c'est ce qui fait notre différence. Et la question que j'aurais pour Alain, c'est comment pourrait-il m'aider, peut-être moi ou peut-être d'autres, à développer la culture underground des années 70, un peu américaine ou française ou ailleurs, c'est-à-dire les Freak Brothers, toute cette contre-culture qui a été bien décrite dans la littérature américaine, Jack Kerouac, etc., etc. Est-ce qu'il voit une possibilité de revenir à ça, à ces sources-là? Voilà ma question. D'abord, on revient jamais en arrière, même si on peut dire que c'était plus drôle à l'époque. Dire que c'était mieux hier ne veut pas dire qu'on peut retourner à hier. Ça veut dire simplement l'idée que plus on avance, plus on va vers le mieux est parfois fausse. Donc c'est vrai que on peut avoir la nostalgie d'époque, notamment moi j'aime bien les années 60-70 parce que c'était beaucoup plus artisanal. Il y avait beaucoup moins le poids de l'argent et sans doute beaucoup plus de talent dans ce dont on parle, la musique, la poésie et tout ça. Donc j'ai cette nostalgie-là. Et moi c'est vrai que je me dis toujours, on doit essayer de face à la culture dominante, d'ailleurs si on parle du Tibet c'est la même chose, essayer de continuer à produire de la contre-culture, de la marge, de la culture dissidente, adaptée à aujourd'hui. Et effectivement ce qui m'amuse moi, c'est que je crois que c'est ce que je fais, et pour essayer de continuer le combat qui avait été initié il y a 20 ou 30 ans par Harakiri ou Charlie Hebdo, je me retrouve plus proche de Le Pen que de Philippe Val, parce qu'en fait, mais ça c'est normal. Parce que tout, oui, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est parce que comme tout est dialectique et tout bouge, qu'est-ce qui est être subversif aujourd'hui, qu'est-ce que résister au système aujourd'hui, qu'est-ce que essayer de défendre une certaine tradition d'indépendance d'esprit français aujourd'hui, et ben justement c'est pas Charlie Hebdo, c'est pas les francopholies de La Rochelle, c'est pas le rock'n'roll même, je crois, parce que c'est quand même les mêmes grimaces maintenant depuis 30 ou 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui il est plus branché d'être nationaliste que d'être mondialiste, et en fait c'est un peu, je crois que moi je fais autant de la métapolitique que de la politique, ouais. Et d'être là ce soir, à la limite, on renoue avec une tradition de contre-culture et d'intermonde. Maintenant, on va mettre les pieds dans le plat, ici et maintenant, n'est-ce pas David Abbassi? Ici et maintenant. Ici et maintenant, Julien, bien sûr, Julien. Alors, ici et maintenant, savez-vous aujourd'hui le problème de la France? Ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas, enfin bien que Nicolas Sarkozy fasse partie des problèmes de la France, mais savez-vous qu'aujourd'hui, ce qui empêche le renouveau, la renaissance d'une culture underground et une contre-culture de qualité, qu'est-ce qui empêche cette contre-culture? Aujourd'hui, ce sont des communautés en France. Est-ce que vous le savez, David Abbassi? Après, ça j'en ai parlé chez Tadi, j'ai déploré la disparition de quelque chose qui s'appelait la bohème, qui en fait, alors des gens m'ont dit qu'est-ce que c'est la bohème? J'ai bien entendu, il y avait cet abruti qui vous disait qu'il en avait rien à foutre de la bohème. Oui, justement, si à l'époque de la bohème, il aurait même pas existé, c'est un crétin qui était très sage chez Tadi, hein? J'étais sage parce qu'il y avait une jeune fille qui faisait le travail à ma place, donc j'ai laissé faire, j'ai honneur aux dames. Mais oui, comme disait Talleyrand, la vraie force est parfois de savoir se limiter. Oui, mais la disparition de la bohème, c'est un vrai problème, c'est que dès lors qu'il n'existe plus de lieux dans les villes où peuvent être mis en relation des décideurs et des gens de talent, et parce que ce sont des lieux géographiques qui pouvaient être à l'époque, je sais pas quoi, le club Saint-Hilaire, ou moi j'ai connu à l'époque le Palace, ou si j'ai fait un premier bouquin, c'est parce que j'ai rencontré au bar alors que j'avais 20 ans. Ce soir on fête les 30 ans du Palace. Hein. Ouais, il paraît. Ouais. J'ai rencontré André Berkoff et il m'a dit tiens c'est marrant ce que tu racontes. Je suis directeur de collection chez Robert Laffont. On pourrait faire un bouquin. Si j'avais pas cette rencontre de boîte de nuit. J'aurais jamais écrit un livre, donc j'en ai peut-être jamais écrit deux, et je serais jamais devenu écrivain. Aujourd'hui, j'aurais même pas pu rentrer dans la boîte, parce que à l'époque, je rentrais dans la boîte alors que j'avais pas un rond, parce qu'on laissait rentrer. Il y avait, comment dirais-je, on n'était pas dans la logique américaine de la ségrégation par l'argent. Il y avait aussi l'équivalent culturel, c'est-à-dire que rentraient les gens qui avaient de l'argent et les gens qui avaient un peu de dimension poétique, en sachant quand même que le jeu implicite de ces lieux-là, c'était soit tu payes à boire, soit tu es capable de produire un peu de spectacle poétique. Aujourd'hui, tout se fait
il y a une financiarisation du rapport humain, tous les gens se fréquentent par niveau de revenu, ce qui était la logique américaine dès les années 30. C'est-à-dire qu'avant on se fréquentait par niveau culturel, c'est-à-dire qu'un poète pauvre pouvait manger à la table des maîtres parce qu'il avait un gros capital culturel. Et on pouvait produisait quelque chose en échange. On pouvait mettre en équivalence le capital culturel et le capital financier. Aujourd'hui, le capital culturel n'existe pas. Et on dit par exemple, quand on invite un écrivain dans une émission, c'est Monsieur Marc Lévy qui a vendu 300 000 livres. C'est-à-dire qu'immédiatement on parle d'argent et tout n'existe plus que par niveau de revenu. Non mais Alain. Julien, si tu permets, on va prendre Faisal. Reste avec nous, Julien et Vincent. Bonjour Faisal. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Nous sommes avec Alain Soral, Faisal. Bonsoir. Oui, je sais. Bonsoir à vous, monsieur Alain Soral. Moi, c'est juste une petite constatation avec une petite question derrière. Des fois, quand je suis sur des blogs, par exemple, tout ça, on a des profs qui se présentent, on a des témoignages et tout ça, et puis la conclusion de certains blogueurs qui sont ils changent de pseudo, mais à mon avis, hein, ils sont tous, quelques-uns, ils se cachent derrière un seul et unique personne. Ils nous envoient aller voir ou aller entendre ou aller écouter Alain Soral ou Michael Moore ou d'ailleurs de son dernier film documentaire Cisco, il tape fort sur certains sujets de voilà. Donc votre personnalité des fois ça nous renvoie à certaines réalités que d'autres ne veulent vraiment pas faire voir vraiment, faire comme preuve ou comme constatation véridique, quoi. Et puis moi j'arrive pas vraiment à dépasser ce stade-là, voilà. J'ai pas tout à fait compris la question, mais ça a l'air de rejoindre ce que j'ai tout à l'heure, c'est que la parole de vérité coûte cher, quoi. Donc en fait, je crois pas qu'il y a tellement de débats sur la vérité. Il y a simplement ceux qui préfèrent le confort à la vérité, parce que la vérité en général coûte un peu de confort. C'est difficile d'avoir les deux. Donc à un moment donné, on fait des choix de vie, et en réalité d'ailleurs, ces choix se font d'eux-mêmes et sont proportionnels à la lâcheté de l'individu. C'est-à-dire que moi je crois que si j'ai cette trajectoire par exemple je parlais de Becbédé ou de Wiesmann, personne n'a choisi en fait. C'est que moi je n'accepte pas qu'on me force à dire quelque chose que je sais être un mensonge, alors qu'à un moment donné, ont accepté ce pacte avec le diable, en gros, parce qu'ils manquaient de force de caractère et qu'ils savaient que sans la réussite mondaine, ils n'auraient pas les femmes. Je pense que c'est très lié aux femmes. C'est que moi, je vais le dire calmement, pourquoi j'ai eu un certain courage et accepté une certaine marginalité, alors que un autre destin, à un moment, m'a pu m'être promis, c'est-à-dire un destin plus médiatique, parce que j'avais pas besoin de ça pour les conquêtes féminines. Je crois que c'est une des clés du courage intellectuel. C'est que Becbédé, sans sa célébrité, il tire pas une gonzesse. Je le connaissais à l'époque quand on était tous les deux avec notre bite et notre couteau dans les boîtes de nuit. Il levait rien, voilà. Donc ces types-là ont été obligés de trahir le concept et de trahir la vocation du clerc par faiblesse humaine, parce qu'ils n'ont pas la force de résister aux mondains, c'est-à-dire les honneurs, l'argent, les hôtels, enfin tout ça. Et puis la chose la plus forte, la tentation la plus forte, c'est les femmes. Il y a aucun. La sociologie de Raga, tu l'as pas fait pour rien alors. Non. Et puis deux fois il était invité, c'est ça? Comment? Je viens de voir il y a 2 jours. Traduit en italien. Ouais. Pardon? Non, rien, on faisait une partie. Mais donc je crois que oui, je crois pas qu'il y ait tellement de débats sur le fond. Je crois que moi quand je discute en privé avec des gens, je veux même parler par exemple je veux mouiller personne, mais quand je discute avec Jean-François Kahn ou quand je discute avec des gens qui ont un cerveau qui fonctionne, qui ont un vécu et qui connaissent bien la réalité, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien, qui sont trop jeunes ou trop naïfs, qui me disent mais vous vous trompez. Alors j'insiste pas, je vois que c'est des gens qui sont pas initiés entre guillemets. Mais quand je parle avec des gens qui ont un grand parcours, en privé, on est à peu près d'accord sur tout. Simplement après, c'est quand la lumière rouge arrive, c'est le niveau d'autocensure pour ne pas s'attirer d'ennui. C'est bon. Voilà, donc je pense qu'on a tous compris ça. Donc moi, j'en fais un peu plus que d'autres. J'en fais juste un peu plus parce que je crois que la vérité intégrale, c'est la mort. Je pense que quelqu'un qui dit exactement tout ce qu'il a compris de la marche du monde a une espérance de vie qui descend à 1 semaine. Vincent. On va prendre Paul, Faisal aussi est avec nous. Julien, tu peux revenir, Julien. Merci de ton intervention, Julien. Paul, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah écoutez, moi j'étais dans mon lit avec ma tendre et douce, je me fais tripoter très joyeusement, et puis j'entends Alain Soral qui fait l'éloge de l'underground, et je me dis, je croyais, enfin,
ça m'a un peu retourné. Je me suis dit, comment quelqu'un qui peut faire l'éloge de l'underground et puis une certaine forme de marginalité peut se retrouver finalement à être dans un parti politique, dans tout ce qui est institutionnel. À côté de Le Pen, c'est ça? Non, mais pas forcément à côté de Le Pen. Le Pen, c'est anecdotique, ça, c'est un pantin. Non, mais quelque chose qu'il y a de... Non, déjà dire que c'est anecdotique et un pantin, là on parlait déjà de côté de l'arrogance de l'adolescence, il faut quand même avoir des grosses épaules pour avoir fait le parcours de Le Pen, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas si facile que ça. Vous avez raison, cher Alain Soral. Non, je dis simplement que simplement le Front National s'inscrit dans un débat politique traditionnel. Pas tant que ça, j'y crois pas. Je crois que le grain de sable dans le système, depuis les années 80, c'est le Front National, il n'était pas prévu. Mitterrand a donné à un moment peut-être un petit coup de pouce au front, ça s'est joué à pas grand-chose, mais il n'était pas prévu que ce mouvement marche. C'était une PME qui d'un seul coup s'est mis à concurrencer des multinationales. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'il n'était absolument pas prévu que Le Pen soit au deuxième tour en 2002. Hein. C'est un accident du système. Et là, on est à un moment donné, ce type qui est un aventurier et qui est un grand tribun, à un moment donné, avec une entreprise familiale d'échelle infiniment inférieure à ces mouvements concurrents. Et même, là je parlerai du PS et de l'UMP, mais même de la LCR qui est un petit mouvement mais qui a le système avec lui. Lui en étant une PME et le système contre lui a réussi à un moment donné à perturber cette espèce de jeu orwellien. Donc moi je n'aurais pas cette condescendance très adolescente que vous avez pour Le Pen. Je crois que Le Pen c'est comme marchait à une autre époque. Sans lui on serait dans un système politique à l'américaine, c'est-à-dire qu'il ne se passerait rien. Vous verrez quand Le Pen va se retirer de la politique, on se rendra compte qu'il était un animateur et un aiguillon très important. Et je crois que son charme, c'est là que je rejoins ma démarche rebelle. Un marionnette, il était un marionnette, tu veux dire? Non, il n'était pas une marionnette. Il était un acteur de la pièce qui écrivait lui-même. Un acteur de la pièce qui écrivait lui-même. Ce que le scénariste écrit, c'est que le metteur en scène. Non, mais tu me laisses pas finir ma phrase. Il était un acteur de la pièce qui écrivait lui-même ses répliques à certains moments et qui disait pas les répliques qu'il aurait dû dire. Et ça, déjà, c'est une énorme liberté, une énorme subversion dans le monde réel tel qu'il est et à l'échelle politique à laquelle il fonctionnait. Et moi qui connais un peu ce milieu-là, je me dis j'ai un grand respect pour le bonhomme parce que c'est très difficile de faire plus que ce qu'il a fait, quelque part comme acte de liberté, d'insoumission, etc. Sinon, effectivement, on tient un blog, etc. Et moi, à un moment donné, j'ai rejoint Le Pen parce que une analyse d'un type qui approche de la cinquantaine et qui a un long parcours, je me suis dit, ce type est le seul rebelle de la politique et le vrai rebelle, c'est lui. C'est pas Besancenot, c'est pas Beauvais. Je pense que c'est. Tu aimes les rebelles alors? Oui, et le grand rebelle de la vie politique, d'après le retrait de Georges Marchais, pour moi, c'est Le Pen. C'est le type qui n'était pas invité. C'est le type qui s'est invité lui-même. On l'a laissé rentrer pour livrer un paquet. Il s'est assis à la table et il a tenu le crachoir pendant 20 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on voit avec quelle haine les institutions politiques et tous les gens se réjouissent de soi-disant de la chute du front. On voit que ça leur fait très, très plaisir. À mon avis, c'est pas totalement joué, mais on voit bien que tout le monde rêve de se débarrasser de ce truc qui s'appelait le Front National et de Jean-Marie Le Pen. Il les a fait chier longtemps quand même. Alain Soral, que vous soyez très corporate, ça vous regarde, je veux dire. C'est fait partie de votre job de politique maintenant. Mais vous pouvez pas parler français, corporate, job. Ouais, je pense qu'on n'est pas un anglicisme près. Non, je dirais simplement que que vous défendiez votre boîte. Non, c'est pas ma boîte que je défends. Moi, ma boîte. Oui, enfin, vous avez un rôle, je dirais, assez particulier au sein du Front National. Très marginal, même au front. Il n'y a pas de. Pourquoi pas? D'accord. Moi, je dirais simplement que moi, j'ai pas eu très particulier. Enfin, depuis 20 ans que je fais de la politique, j'ai jamais eu très peur du Front National, à vrai dire. Même si. Tant mieux. Pardon? Mais tant mieux, oui, le Front National n'était pas là pour faire peur, non, mais la diabolisation. Moi, personnellement, je suis pas gauchiste, hein. Je suis plutôt proche du milieu anarchiste. J'ai jamais couru après, enfin, j'ai jamais fait de Le Pen, j'ai jamais cru que c'était un épouvantail, mais j'ai jamais cru non plus que les chemises brunes et les beaux arrivaient. L'enjeu, c'était qu'il arrivait à faire rentrer dans le débat politique des thèmes et des sujets qui étaient normalement interdits. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a amené le débat je sais pas, c'est-à-dire que moi ce que je vois c'est qu'on a surtout instrumentalisé des peurs et des fantasmes. Moi je crois que l'absence de politique sociale de la part de la gauche a permis en tout cas à Le Pen d'être un espèce de cache-sexe de la misère de la gauche. Alors personnellement moi c'était surtout pour répondre à ce que vous disiez. Moi personnellement je suis pas. Surtout ça, excusez-moi mais je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Paul reste avec nous. Je crois que Alain, c'est Vincent qui a quelque chose à dire. Vincent. Non, j'ai pas spécialement de choses à dire, mais mon commentaire. Mais tu étais en train de dire quelque chose au moment que Paul il est en train de parler quand même. Non, c'était Faisal alors. Faisal. C'était moi. Oui, qu'est-ce que tu disais Faisal?
Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Le lien social et la distribution, par exemple, comme on dit, chez les gauchistes, du lien social et le fait que le Front National est monté avant Jospin, non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la gauche elle a soi-disant donné un peu d'argent à la société que le Front National est monté. Je crois que Non mais à la limite, Paul qui a dit ça, je crois. moi ce que je remarque quand je parlais tout à l'heure de la jeunesse, c'est à quel point il est facile quand on est dans son lit avec sa fiancée, voilà, parce que c'est le monsieur Yannick, de traiter avec un peu de condescendance le parcours d'un type comme Le Pen, qui est quand même un aventurier hors norme, je veux dire, et qui a pris de gros risques, qui n'a pas une trajectoire facile. Enfin, moi je le connais bien maintenant, le système ne l'a pas tant aidé que Tu ça. le vois une fois par semaine? Non, je le vois 2 fois par mois. Deux fois par mois. Je crois que le système aide beaucoup plus Besancenot qu'il n'a jamais aidé Le Pen, par exemple. Je pense qu'il est beaucoup plus facile et confortable d'être Nicolas Besancenot que Jean-Marie Le Pen. Alors, et c'est en ça que le personnage m'intéresse. Alors, j'ai une question, juste une petite question. Alors, C'est qui? C'est Vincent. Vincent, tu peux poser ta dernière question parce que tu vas être coupé dans quelques secondes. Vincent. Non, j'ai pas de questions. Enfin, le débat est très intéressant. Oui. Ok, merci Vincent. C'est gentil Oui, de le Paul, Faisal, toi, tu voulais dire quelque chose, allez. oui, est-ce qu'on peut avoir un petit lien un lien entre Besancenot et Jean-Marie Le Pen, voilà. Oui, il y en a un, je vais vous dire lequel. Ah, c'est 2 épouvantails. C'est que, oui, mais c'est facile, là, des épouvantails. Vous êtes quoi? Je veux dire, voilà, il y a des épouvantails sur Terre, Bush aussi. Ah non, moi c'est 2 épouvantails, je crois. Sincèrement, je crois que Le Pen est autant le repoussoir que Besancenot. Enfin, je veux dire, Le Pen a amené des sujets dans des sujets de débat qui normalement n'avaient pas. Sans lui, on parlerait pas d'immigration, on parlerait pas de problème des valeurs, on parlerait moins de la critique de 68. Est-ce qu'on en parle vraiment? Oui, on en parle. Mais pour répondre à la question de l'auditeur, le lien entre Le Pen et Besancenot, il est très clair. C'est qu'à un moment donné, Mitterrand a compris qu'en aidant un peu Le Pen à décoller, c'est-à-dire en le gênant moins, ce qui veut dire l'énorme potentiel qu'avait Le Pen, c'est-à-dire que dès lors que les médias l'ont traité à égalité, c'est-à-dire qu'il a été invité à l'émission d'Henri de Virieux, qui s'appelait, je crois, L'heure de vérité, il a décollé vertigineusement. C'est-à-dire que si le système l'avait aidé, ce type-là aurait pu être le Reagan français, c'est vrai. Donc, ce que je remarque moi, c'est que Mitterrand a eu cette intelligence-là, parce qu'il se trouve que avec l'idée de, comment dirais-je, de front républicain, grâce à Le Pen, comme Le Pen on ne pouvait pas additionner les voix de Le Pen avec la droite classique, et ça c'était d'ailleurs pas de la faute de Le Pen, la gauche gagnait même en étant minoritaire. Mitterrand, il était sûr de ça. Voilà, oui, mais maintenant on voit très bien qu'avec Besancenot, on découvre la même chose, c'est que maintenant Besancenot, sous prétexte que le PS est sur une ligne strauss-kahnienne un peu libérale, il ne reporte plus automatiquement les voix de la LCR à gauche, ce qui veut dire que là on voit que récemment il a fait gagner dans une ville, je sais pas si c'est à Quimper, où il a fait gagner la droite en maintenant le candidat LCR a fait gagner la droite. Donc ce qui veut dire, si vous me laissez finir, c'est que le point commun entre Le Pen et Besancenot, c'est que Besancenot peut être Le Pen inversé dans la prochaine décennie. C'est-à-dire le type qui, au nom de sa radicalité de gauche, fera gagner systématiquement la droite en se maintenant au 2e tour. Et c'est pour ça qu'il va C'est un scénario déjà écrit. Oui, c'est déjà écrit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller demain chez Michel Drucker. Les médias, que ce soit TF1 ou Canal+, font un énorme travail, comment dirais-je, pour faire monter la mayonnaise Besancenot, alors qu'ils n'ont jamais fait ce boulot-là avec Le Pen. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que Besancenot, qui se prétend anticapitaliste et révolutionnaire, est le type le mieux traité de tous les médias, et même maintenant mieux traité que Nicolas Sarkozy lui-même. Je n'ai jamais vu un média attaquer Besancenot, ou aller chercher dans sa vie privée, ou aller chercher le décalage entre son image et sa réalité, sur le plan de... Enfin, c'est pas mon boulot de le faire, mais je pense que peut-être qu'un jour quelqu'un commencera à le faire. Mais on voit très bien que le système, je crois que le système existe, a programmé un Besancenot à 6 ou 7% qui gère le bac à sable des lycéens en colère et qui fera gagner qui il veut, c'est-à-dire la droite s'il est gentil, la gauche s'il incite au report au 2e tour. Donc il sera l'espèce de maître du 2e tour, comme ça, donc dragué par tout le monde, et je crois qu'en ce moment, le système l'aide incroyablement à atteindre ce poste et cet objectif pour la décennie à venir. Oui, mais et ça, c'est incomparable avec le destin de Le Pen. Hein. Alain, tu vas pas jusqu'au bout de l'analyse. Tu dis pas pourquoi Besancenot n'est pas révolutionnaire anticapitaliste, c'est qu'il n'a pas été. Bernard, Paul, Faisal, on va donner la parole à Bernard. Oui, pardon Alain. Bernard, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur David Abbas, si vous me connaissez bien. Bien sûr, Bernard. Alors, ton copain, il est là, Alain Soral. Oh là 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 là, tu es content là ce soir. Oui, je suis content pour une fois. Ça fait 20 ans que je vote Le Pen. Il est et là, content. au moins, je suis servi. Il y a monsieur Soral. Alors,
Monsieur Soral, évidemment, Monsieur Soral a été stigmatisé dans les médias et a été viré, je crois, une fois. C'était en décembre 2006, non, vous avez été viré, si. J'ai été viré à partir de mon soutien à Dieudonné. Oui, c'est une sombre histoire. Mais ça montre bien, et pour répondre à votre question par rapport à Besancenot, évidemment, pourquoi on soutient Besancenot? Quand vous avez les 3/4, si c'est pas 90% des journalistes qui sont d'extrême gauche ou de gauche, c'est normal que... Oui, mais il est même pas attaqué par le Figaro Magazine, ni par TF1. Et excusez-moi, le journal de TF1, il n'y a pas tellement de trotskistes. Hein. C'est simplement que dans ce nouveau théâtre qui se redessine de la politique française de demain, où on voit bien que Sarkozy a bougé sur une ligne anglo-saxonne et a rompu avec la tradition gaulliste, le PS va se couper en deux avec une ligne libérale européenne incarnée par Strauss-Kahn, et peut-être que ce qui reste de PCF va s'allier peut-être un peu avec le PS Mélenchon des nonistes. Et on voit bien que dans cette espèce de redessinage un peu à l'américaine, Besancenot a un destin d'incarner la colère lycéenne inculte et généreuse. Et Front National, c'est fini, hein, c'est ça, voilà. J'en sais rien. Non, ce qui est sûr que le Front National est face à une alternative, c'est soit de muter. Sauf, tu sais, soit de tu es toujours conseiller ou membre de Front National? Je suis conseiller. Tu n'es pas membre? Si, je suis membre du comité central. Oui. C'est-à-dire demain tu peux devenir président de Front National, hein? Mais j'étais pas candidat, j'ai été nommé par le président directement pour des raisons honorifiques. Et d'ailleurs, mais tu peux pas devenir candidat alors, non? Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, là, je vais repartir écrire un bouquin. Ce qui m'intéresse, Bernard, c'est possible que demain Alain Soral il devienne candidat pour le siège présidentiel de Front National, hein? Moi, je pense. Ça changera beaucoup de choses, hein? Je tiens quand même à dire qu'il y a quand même pire que Besancenot, puisqu'on a quand même un gros fasciste rouge sur les médias. C'est qui? José Bové. Quand vous entendez ce mec. Bové fasciste? Non, c'est pas fasciste rouge, c'est Paul, Faisal, Bernard, tous les trois vous avez en même temps de parole avec Alain Soral. Hein? Non, moi je vais simplement conclure en disant que on peut être. Moi je suis pas particulièrement anti-Le Peniste, parce que Le Pen pour moi, je crois pas aux grands hommes. Je crois plutôt à des mouvements de fond. Puis, il faut les deux, monsieur. Il faut les deux. Hein. Non, moi je crois pas aux grands hommes, mais je pense que Alain Soral peut être bien comme moi. C'est-à-dire s'il est marxiste, il peut pas croire aux grands hommes. Mais si, Marx croit à la convergence de la structure et du sujet. Voilà. C'est-à-dire que sans la Révolution française, il n'y a pas Napoléon, mais sans Napoléon, la Révolution française ne débouche pas sur l'Empire. Voilà, pourquoi pas. Bon. Non, c'est comme ça. Moi, je vais simplement conclure en disant qu'on pouvait être internationaliste, antitrotskiste, libertaire, tout à fait exact, et anticapitaliste. Et si Besancenot est bien un pantin, c'est que bien évidemment, je crois que de toute son idéologie, moi, ce que me disait un copain stalinien, il disait que le trotskisme, c'était l'antichambre de la social-démocratie. Ces gens-là sont social-démocrates et profondément antilibéraux, pas anticapitalistes. Ils sont même pas antilibéraux, parce que je vous signale que le triptyque libéral, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs. Et Besancenot étant pour la régularisation des sans-papiers et pour la libre circulation de tous les individus selon leur bon plaisir, soi-disant, et étant anti-frontières et anti-nation, il incarne un des trois volets du triptyque, qui est la libre circulation des individus. Lui, il dit en fonction de leurs désirs individuels, en réalité c'est en fonction du marché. Donc là il faut bien comprendre le jeu que joue Besancenot dans ce triptyque libéral, c'est qu'il habille d'un cache-sexe humanitaire et droit de l'homiste un des trois piliers du libéralisme, qui est la libre circulation des travailleurs en fonction des besoins du marché, au-delà de toute protection nationale. Et donc aujourd'hui... Moi je dirais peut-être à la fois contre toi et contre Besancenot, il n'y a pas plus de capitalisme dans un seul pays que de socialisme dans un seul pays. C'est pas ça le sujet, c'est de savoir pourquoi l'internationalisme de Besancenot et le sans-papierisme de Besancenot est complètement compatible avec la volonté du MEDEF. Et c'est pour ça que là, t'es vraiment, pour le coup, t'es anti-dialecticien. C'est-à-dire que tu crois qu'on peut pas penser A et non A. Moi, je suis personnellement anticapitaliste. J'essaie pas de faire mon malin. Je dis que si Besancenot était nationaliste, comme l'est Gluckstein, si Besancenot était sur une ligne néo-nationaliste comme Gluckstein, il aurait la visibilité médiatique de Gluckstein, c'est-à-dire du PT. Le PT, ce sont les trotskistes qui ont continué l'analyse jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont été internationalistes pour des raisons qui ne sont pas des raisons essentialistes, mais pour raison de l'intérêt des travailleurs en fonction d'une situation donnée. Alors quand on poursuit cette analyse, on voit qu'aujourd'hui, pour protéger les travailleurs, il faut remettre de la nation et de la frontière. Et on voit bien que Gluckstein est sur la position dialectiquement correct, et Besancenot est sur un nationalisme essentialisé au nom des droits de l'homme et de l'antiracisme. Et on voit très bien que le trotskiste cohérent, à la limite, si on veut croire qu'il y a un trotskiste cohérent, ça serait Gluckstein, et Besancenot, effectivement, de ce point de vue-là,
on va dire, un espèce de guignol droit de l'homiste qui fait en fait le jeu du MEDEF, parce qu'effectivement, il faut faire, c'est plus facile de vendre la libre circulation des personnes au nom de l'antiracisme et au nom du droit de l'homisme que de le vendre au nom de l'intérêt bien senti du capital. Et c'est quand même ça qui fait que Besancenot, au lieu d'être bloqué par le système en ce moment, est valorisé par le système, parce que finalement le MEDEF est très content du blabla de Besancenot sur les sans-papiers. Il a le même discours que le MEDEF et le même discours qu'Attali sur l'immigration. Il favorise l'immigration choisie. Moi, je suis à la fois contre le discours de, tu vois, de... Mais toi, t'as envie d'être contre et pour parce qu'on a envie d'exister en tant qu'artiste. Moi, j'essaie d'analyser la réalité. Je sais pas de faire le malin. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'entends bien. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi, je crois qu'on peut personnellement être à la fois contre la problématique de celle du MEDEF et être pour une véritable ce qu'on appelle l'internationalisme. Enfin, on a quand même la je peux dire un mot, vite, s'il vous plaît? Oui, allez, vite, allez. Allô? Oui. Ouais, parce que juste, je pense que le MEDEF, il serait plus ravi qu'il y ait des travailleurs qui circulent vite et c'est tout à leur avantage, le MEDEF. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est pour ça que le discours de Besancenot est l'alibi humanitaire de l'intérêt du marché mondialisé. Et quand vous dites, même avec générosité, ou parfois avec naïveté, mais je ne crois pas que Besancenot soit si naïf que ça, vous dites en fait, de façon généreuse, quelque chose qui aide à la logique du capital, d'un seul coup, vous êtes mieux reçu dans les médias que si vous vous opposez à lui, car je crois qu'en dernière instance, le pouvoir, c'est quand même le capital. Si vous dites quelque chose qui gêne le capital, en général, les médias dominants ont plutôt tendance à vous sanctionner, et vous pouvez apparaître plus facilement ici et maintenant que chez Michel Drucker. Or, ce que je vois, moi, c'est que Besancenot ne va pas ici et maintenant, et qu'il ira demain chez Michel Drucker, et que moi, c'est pas demain la veille que Michel Drucker va m'inviter à son émission pour que je puisse y faire venir mes copains. Donc, étant simplement un type qui a une certaine bouteille et un certain vécu, je me dis que si Besancenot va chez Drucker, est invité chez Drucker, à plastronner chez Drucker et pas moi, c'est pas parce qu'il est plus gentil ou moins fasciste ça que moi. C'est classe, c'est parce qu'il rend un Drucker, service. Alain. Comment? C'est de classe, c'est Drucker. Tu parles de Drucker comme tu parles de Dieu. C'est quoi Drucker? Non, quand on est chez Drucker, c'est qu'on fait partie du système au sens, c'est comme la Légion d'honneur, quoi. Et or demain, il se trouve que c'est pour ça que j'en parle. Demain, je crois que l'invité vedette de Drucker, c'est Besancenot. Ouais. Posez-vous la question d'un anticapitaliste révolutionnaire, comment peut-il être invité vedette chez Drucker? Moi, je donne la réponse. Moi, juste pour finir. Ouais. Julien, on va attendre qu'il finisse notre ami Faisal. Oui, Faisal. Pour finir. Ok. Bah oui. Drucker et sa petite tuto Laïka, donc laisse tomber. Bon, en parlant de Laïka, tiens, je serais ravi de vous offrir un séjour 3 jours tout compris dans l'espace. Vous savez, la dernière nouvelle, c'est que le patron de Virgin, j'ai oublié son prénom, il va... Manson. Il te ressemble en plus, Alain, hein, le patron de Virgin, hein. Non, Richard. Si tu te laisses un peu pousser tes barbes, il te ressemble, hein. Bah lui, c'est un ancien 68ard qui a bien compris comment l'idéologie libertaire pouvait amener à faire un grand libéral. Vous voyez ce que je veux dire? Il va lancer le dernier avion là pour faire 3 minutes dans l'espace en plein jour, quoi. Donc il va lancer une fusée. Tu vas nous payer ça alors, Faisal? Moi, je peux bien dans l'espace. Il y en a d'autres qui veulent m'envoyer à Patresse. Espace, c'est bien, 100 000 $. C'est beau. Oui, franchement, c'est beau. Allez, bonsoir et bonne nuit, bonne continuation. Merci Faisal. Merci. Allô, Julien. Oui, bonsoir. Bernard. Oui. Nous avons Julien avec nous. C'est un rédacteur en chef. Hein. Je voudrais. Peut-être le roi Faisal d'Arabie Saoudite, hein. Non, mais 100 000 $ pour 3 minutes dans l'espace. Je voudrais simplement faire un exposé de 5 minutes très court sur un problème qui concerne directement les valeurs de la droite française. Et moi qui me choque profondément, et j'en profiterai pour poser des questions que, à mon avis, Alain Soral a sûrement la réponse. C'est gentil de le penser. Oui, vous êtes comme vous êtes un intellectuel, vous savez peut-être comment ça fonctionne au niveau des salles journalistiques quand ils décident des sujets qu'ils vont traiter dans les journaux. Alors, j'ai eu la carte de presse pendant des années, j'ai fait effectivement un ancien journaliste professionnel. C'est très bien parce que justement c'est le genre de questions que moi qui m'intéresse beaucoup. Et c'est de voir à quel point on est servi par la même dialectique gauchiste dans les médias. Et j'ai écrit des sujets là-dessus sur un forum et très intéressant, notamment sur le racisme anti-blanc, sur le racisme anti-français, ou de l'art de traiter l'information différemment selon que vous vous appelez Mohamed ou que vous vous appelez François. C'est vrai, non, c'est malheureusement vrai, oui. Malheureusement... c'est toi qui as fait ça, Bernard?
Oh, mais je l'ai fait sur un forum, mais bon, c'est un forum qui est lu par quelques milliers de personnes, mais bon, c'est toujours intéressant de rechercher sur Internet les sources et de comparer. Notamment, par exemple, la façon dont on a traité l'information pendant les incidents qui a eu lieu, la mort de Julien Quémeneur. Vous savez, ce Français de souche qui a été tué par un vigile antillais qui, malheureusement pour sa décharge, était un délinquant puisqu'il était il allait être condamné pour avoir tiré de l'argent sur une carte bleue, enfin un truc comme ça quoi. Et en plus le mec s'est trimballé avec une arme alors qu'il n'était pas en service, ce qui est quand même gênant. J'ai été choqué par la façon dont l'information a été traitée. C'était en pleine campagne électorale, je le rappelle, oui. Et c'est cet incident dramatique qui s'est passé en marge d'un match de football France-Israël, je crois, c'est ça ? Exactement, oui. Alors, les médias ont fait en sorte de dire que Julien Quémeneur était un salaud de raciste et un salaud de fasciste, et qu'il avait qu'à crever. En gros, c'était ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, hein. Oui. En oubliant de dire, par exemple, c'est comme ça qu'on déforme l'information. Ah, on dit pas l'information comme ça. Mais dites-la alors, dites-la vous. En oubliant de dire que celui qui avait été tiré en premier, il s'appelait Mounir. Oui, c'était son ami. Voilà, c'était son ami, et que quelqu'un, il a été démontré qu'il a proféré des propos racistes, déjà d'une part. D'autre part, je signale que dans ce match France, non, c'était pas France, c'était PSG Tel Aviv, je crois, il y avait des insultes racistes qui fusaient de tous les côtés, y compris de la tribune des gauchistes. Dans ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très étrange lors de ce match qui était en pleine période préélectorale, c'est qu'il n'y avait aucune sécurité spéciale, alors on savait que c'était un match à très haut risque, et qu'on aurait dit effectivement qu'il était souhaité qu'il y ait un dérapage, et qu'immédiatement on a instrumentalisé comme une exaction liée au Front National. Oui, mais le problème, en plus le Front National a été mis en cause, alors que, il semblerait qu'il y aurait, il y a des supporters qui auraient dit Le Pen président. Non mais ça, c'est pour répondre au jeune homme. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de temps, je vais partir dans 5 minutes. Non mais pour répondre au jeune homme tout à l'heure qui était très condescendant là justement sur l'histoire des guignols, de machin, des hommes de paille, ce genre de traitement a été systématiquement appliqué à Le Pen tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un militant Front National agressé, on n'en a jamais parlé, mais chaque fois qu'il y a un militant, ou même quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas militant, parce que parfois on dit que c'est un militant, puis après on oublie de dire qu'il n'en était pas un, qui a fait une connerie, effectivement, c'était en une dans toute la presse. On a eu la même chose avec Dieudonné, chaque fois qu'il était acquitté, on n'en parlait pas, mais les rares fois où il a été condamné, d'un seul coup, c'était au journal de 20h. Et ça, effectivement, ça fait partie des privilèges du pouvoir, de pouvoir ouvrir des robinets et enfermer d'autres, pour que certaines informations circulent et pas d'autres, etc. Et c'est comme ça, effectivement, sans même avoir besoin de mentir, que simplement de la rétention d'informations et de la surinformation d'un autre côté, eh ben on influe sur la doxa, et c'est pour ça que moi je ne confonds pas du tout, je ne mets pas du tout à égalité à Le Pen et à Besancenot. Je pense que effectivement il est très dur. Le seul moyen de vérifier que quelqu'un est un peu un opposant au système, c'est la diabolisation générale, et c'est le peu de générosité qu'ont les médias envers lui. Vous pouvez remarquer, c'est un truc marrant d'iconographe. Je n'ai jamais vu une photo de Le Pen où il a une bonne gueule. C'est-à-dire que chaque fois qu'on choisit une photo de Le Pen pour le mettre dans un canard depuis 30 ans, il a une tête de bulldog. Or, mais lui-même, il est capable de créer des journaux, des magazines, des télé. C'est pas la question. Si on veut nuire à quelqu'un, il suffit, quand on a des photos à disposition, de prendre la photo où il a une tête de con. Alors c'est très facile de trouver une photo où quelqu'un a l'air d'un abruti, la bouche ouverte, le doigt dans le nez, etc. Or, il y a des hommes politiques, systématiquement, on choisit la photo où ils ont une sale gueule, notamment Le Pen à la droite. J'ai jamais vu un journaliste, un iconographe, qui a pu avoir la liberté ou le courage de prendre une photo où Le Pen avait une bonne tête de père tranquille. C'est même ça, c'est pas permis. C'est pour vous dire qu'on est quand même dans un régime, quand on creuse, qui ressemble à l'URSS quelque part. C'est-à-dire où on enlève, à un moment donné, des types des photos une fois que le régime les a liquidés. Qui sont plus à côté de Lénine, on les enlève. C'est un peu le même genre de démarche, ce qui veut dire qu'il n'y a pas tellement de différence dans nos démocraties avancées. Enfin, il n'y a pas de différence entre nos démocraties avancées et les systèmes totalitaires de ce point de vue-là. Tu es d'accord, Julien? Non, en fait, moi j'ai 3 choses à dire très vite parce que je vais partir de chez moi là. Oui. Alors. On t'écoute, Julien. Alors, première chose, je suis très content à vous, David Abbassi, et ici et maintenant, de faire une émission avec Alain Soral, Éric Zemmour, moi
moi-même, en tant qu'intervieweur qui mènerait les débats, continuer à entendre Alain, parce que je bois ses paroles, évidemment. Maintenant, je propose une chose et vous, David, qui mènerez les débats, sur le problème de la communautarisation en France. Est-ce que le rendez-vous est pris, oui ou non? Oh, oui, on va le faire ça, pourquoi pas. Mais on n'a pas besoin d'Éric Zemmour, on va le faire ça avec toi, avec Alain, Alain Soral et David Abbassi. C'est bien, c'est encore une émission qui n'a pas attiré d'ennui, ça. Personnage, on fait quelque chose sur la communautarisation de la France qui empêche la renaissance de la culture underground. Ouais, est-ce que toi aussi tu es inquiète comme Alain à ce sujet? Ah, mais moi, je suis pas inquiet, je suis un underground total depuis que je suis né, quasiment. Donc je suis pas inquiet, moi je vis ma vie, mais bon... Tu as quel âge, Julien? J'ai 31 ans. Oh, tu es jeune, hein? Et alors? C'est bien. Oui, mais des fois j'ai 123 ans d'un coup et d'un autre coup j'ai 4 ans, hein. C'est pas le problème, ça. Ah, mais moi c'est gentil de me proposer cette émission-là, mais c'est encore une émission à problème, ça. Non, mais Eric la fera, je pense. Je l'ai vu hier. Mais moi je préférerais qu'Eric la fasse à limite tout seul, parce qu'il aille un peu au charbon. Oui, ça c'est sûr. Il habite seul, lui? Non, mais Zemmour, lui, il est chéruquier, il fait un peu du Soral chéruquier, ce qui est bien d'ailleurs, il le fait très bien, mais effectivement qu'il aille un peu sur les sujets chauds, puisqu'il connaît bien, il a la culture, il a la vision, puisque c'est un républicain. Oh, c'est un républicain, tu n'as rien contre lui quand même, non? Voilà. Très bien, il est très proche de moi au niveau il dit à peu près tout comme moi. C'est vrai? Mais sur le sujet des communautarismes et la manière dont les communautarismes, comment dirais-je, rognent un peu les principes républicains, je préférais qu'il y ait des volontaires qui se proposent, parce que moi j'ai déjà fait le boulot, j'ai quand même écrit 2 bouquins là-dessus, et ça attire beaucoup d'ennuis, parce que quand vous critiquez les communautés vous punissent par définition. Alors, est-ce que je peux vous dire quelque chose avant de vous quitter, de rejoindre une femme? Ah bon? Oui. Bien sûr. Mais c'est un scoop. Est-ce que vous voulez... Bernard, est-ce que tu es d'accord? Non, mais qui finissent, vas-y. j'ai d'autres trucs à dire. Allez. Alors, je finis sur un scoop, ça vous intéresse ou pas? Oui, vas-y. Alors, moi j'ai rencontré Alain quand je tournais un film qui s'appelait Sommes-nous tous les enfants de la République. C'était une étude sur les communautés et Alain, il se trouve que c'est la première personne qui par hasard a accepté de répondre à mes questions. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans sur ce film. J'ai commencé à arter ce film, enfin pour les productions Doc en stock. On m'a dit c'est interdit de poser ce genre de questions sur la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris, que j'ai vérifié, c'est tamponné, j'ai les preuves. Je peux les fournir à qui voudra. Je suis la radio vraiment libre et maintenant je vais être très libre ce soir, tout de suite, ici et maintenant. Il se trouve qu'il y a une communauté qu'on va nommer, qui n'a rien. Vous savez, c'est comme la mafia sicilienne. C'est pas parce qu'on est sicilien qu'on fait partie de la mafia sicilienne. Donc maintenant, je m'explique. Mes amis juifs sont totalement atterrés de ce qui se passe aujourd'hui en France sur certaines personnes. Vous écoutez, Allô, Julien, oui. Oui. Mes amis juifs, donc, sont totalement atterrés, et j'en connais beaucoup, et j'ai vraiment des amis très proches dans la communauté, mais ils sont atterrés aujourd'hui par le fait que beaucoup de personnes du show business donnent de l'argent pour les armes en Israël, et on sait que en Israël, ça ne pose absolument aucun souci que ces armes tuent des enfants qui n'ont rien fait. En Palestine ou en Israël? Je parle de... Israël n'a pas besoin de prendre l'argent des Français pour acheter des armes. Ce n'est pas avec pistolet mitraillette là-bas qui marche. Hein. Non, mais est-ce que vous savez, oui ou non, qu'il y a une capitalisation chez les grands artistes, entre guillemets, en France, qui appartiennent à la communauté, qui mettent tous les mois de l'argent pour les armes? Oui ou non? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, moi je ne suis pas au courant. Les armes, écoute, moi je vais te dire quelque chose, Julien. En Israël c'est un État démocratique. D'accord. Oui, démocratique. En plus, porter des armes individuelles. Non, écoute, quand il y a chaque jour des missiles qui tombent sur ta tête et que des discothèques et des bus sautent en l'air. Vous êtes au courant de ça? Oui, on sait très bien qu'il y a des soirées organisées pour ça s'appelle pour le confort des soldats israéliens, où effectivement des gens cotisent. Oui, bah c'est, mais oui, tout le monde le sait. Oui, enfin tout le monde le sait. Dieudonné a perdu un procès, il me semble, à cause de ça. Ouais, parce comme quoi on peut le savoir, mais qu'il faut pas. Alors, il a perdu cette procès à Dieudonné quand même. Non, mais Dieudonné a perdu ce procès parce qu'il a dit qu'Arthur
Arthur ou Bruel, je sais plus, enfin de toute façon les deux cotisent, donc on n'en a rien à foutre, hein. Les faits sont là, hein. Comme disait Julien, oui. Julien, si tu permets, si tu veux parler sur le problème israélo-palestinien, Oui. je suis tout à fait d'accord d'en parler, mais Oui. il fallait que tu abandonnes ton rendez-vous avec la belle fille qui est là, et tu restes avec nous. Moi, je suis tout à fait prêt avec Alan, Non, mais attendez, avec qu'est-ce que Alan. je vous dis, Non, pardon, tu permets 2 secondes. Oui. De ramener notre débat sur Palestine et Israël, si tu veux, avec grand plaisir. Non, je parle de la Mais je France, veux là. pas Moi, je suis que toi français, te hein. lances Non, je quelque suis chose français. après 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Moi, je vais te poser une question, Julien. Est-ce que le pétrole arabo-musulman est plus riche ou l'argent juif mondial? Même s'il y a l'argent juif mondial qui fonctionne dans le marché, c'est grâce au pétrole arabo-musulman. Tous ces pays arabo-musulmans, depuis plus de 50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Palestine? Qu'aujourd'hui les Palestiniens... David, Tu permets que je termine, Julien, quand même. Je parle de la France depuis tout à l'heure, moi. Tu permets que je finis quand même, mon cher Julien. Oui, vous pouvez finir, Merci. mon cher David. Regarde, c'est-à-dire plusieurs milliards de dollars gâchés dans les pays musulmans, exportateurs de pétrole, qui n'ont jamais fait des choses constructives envers des Palestiniens. Oui, mais alors encore aujourd'hui, une fois, pardon, tu encore- permets, pardon, tu Encore permets. une fois, Alors excusez-moi, aujourd'hui, moi, je suis si on fait une franco-catholique, hein. soirée, les gens ils cotisent, comme Alan il a dit, 50 000 $, 100 000 pour l'Israël, pour les enfants d'Israël, je ne sais pas quoi, par rapport des milliards de pays comme Arabie Saoudite, comme la Syrie, comme l'Iran qui n'est La pas. Syrie n'a pas de pétrole. Hein. Ah, non, Ouais. non, la Syrie, par contre, depuis des années, ils soutiennent les Palestiniens. Alors les qu'ils n'ont Hezbollah, pas de pétrole. et C'est les seuls qui- il prend d'Iran gratos. C'est vrai, Alan, il a tout à fait raison, parce que la Syrie, il prend le pétrole gratuit d'Iran, mais tous les pays golfe persiques, qu'ils soient Koweït, Bahreïn, Amarat, C'est marrant, cette technique tous de ces pouvoir, pays-là, Julien, tous ces pays-là, ils Non, possèdent mais plusieurs ça- milliards ça de fait- dollars, ils vous ne foutent savez, rien pour les David, Palestiniens, et si un vous juif, permettez il 2 paye secondes quelque chose pour Et je vais vous l'Israël, quitter après. c'est ça qu'on va le mettre. Non, mais façon, je suis désolé, ouais. j'ai un truc à dire là, très important. Je trouve ça très marrant, cette technique toujours de passer d'une communauté à une autre pour éviter de parler de la communauté dont on parle actuellement. Ça me fait marrer. C'est-à-dire que vous me dites, vous savez, le pétrole koweïtien, etc., blablabla. Moi, je m'en fous. Moi, je vis en France. J'ai 4 cultures. Je suis brésilien, portugais, espagnol et breton. Je vis en France. Mais vous savez que de votre argent, on finance les Palestiniens? Non, mais- Ça, vous le savez ou non? Mais attendez. Est-ce que vous savez que l'Europe, elle finance les Palestiniens? Pourquoi Mais moi, c'est- je dois payer pour les Palestiniens? Je Pourquoi suis ce n'est pas les en train de Arabes, poser un problème. J'en posais un autre. les pétrodollars de Golfe Persique qui ne paient pas? Ah, mais bon, on s'en fout, c'est pas intéressant. Le sujet, là, visiblement, c'est le communautarisme. Il faut faire une émission complète là-dessus. Exactement. Et puis, c'est pas à moi, à chaque fois, de porter la croix de la critique du communautarisme tout seul, avant l'année. Moi, ce que j'aimerais, à la limite, c'est que des juifs J'arrive républicains, sur laïcs, À tout de suite. comme Zemmour, Julien. viennent parler de ça. C'est tout. Oui, c'est vrai. Pourquoi Alors- ce serait à moi à chaque fois de me coltiner le boulot? Ça va, j'ai écrit 2 bouquins sur comment dirais-je, la manière dont le communautarisme flinguait la République et était en contradiction avec l'idée de citoyenneté, d'intérêt général, etc. J'ai fait le boulot. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ce soit par exemple des juifs anticommunautaires qui viennent critiquer un certain Mais- communautarisme. Ça m'intéresse. Ah là, je sais très C'est bien pas à que moi tu de es le faire. loyal et tu as fait le boulot et tu es courageux. Maintenant, ce que je demande simplement, effectivement, il faut continuer la chaîne du travail. Oui, bah c'est pas à moi de le faire. Hein. Excuse-moi, c'est Non, mais chacun fait son je boulot. suis bien d'accord. Alors, Jean-Marie, David, bonjour. Nous sommes avec Julien et Jean-Marie. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, Je vous monsieur souhaite une bonne Abbassi. soirée. Julien, tu nous quittes. Merci Julien. Au revoir, à bientôt. À bientôt Julien. Tu vas embrasser ta femme de notre part. Voilà. Avec plaisir. Merci, Au au revoir. revoir, merci. Au revoir. Bonjour Jean-Marie et bonjour Bernard. Bernard, de nouveau il est là. Oui, bon. Alors Jean-Marie, on vous écoute. Bonjour. Ouais, je crois que j'étais le premier avant Bernard. Bien sûr Jean-Marie, je te prends Jean-Marie. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien, mais... J'ai Alain Soral ce qu'est-ce qu'on soir. peut Est-ce que tu es faire content? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps? Parce que là, je me suis dit, tiens, j'allais voir un film dont on parle, Hein? sur les grands boulevards, par exemple, et ben, il n'était pas à l'affiche. C'est un film de Gerd Wilders. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais il n'était pas à l'affiche dans les cinémas. En plus, je me suis dit, s'il y a la queue, je pourrais, je sais pas, lire le bouquin de Lagartempe, Le Coran contre la République, comme ça, je gagnerai du temps. Ben non. Ben finalement, j'ai pas lu le livre, et puis j'ai pas vu le film. C'est terrible. À part ça, on a parlé d'Éric Zemmour.
Eh ben, il se trompe parce que dans son dernier bouquin, il parle d'un fait divers dans le 19e. Or, c'est ultra important, c'est à Louis Blanc, rue Louis Blanc, qu'il y a eu justement le meurtre du juif, donc rue Louis Blanc, c'est dans le 10e. Et comment l'auteur de l'assassinat avait dit j'ai tué un juif, donc j'irai. Je pense que Alain Soral connaît une lettre d'information que j'ai citée souvent ici à l'antenne quand j'intervenais plus souvent. C'était ces faits et documents. De M. Ratier. J'ai cité notamment quand il y avait les élections présidentielles au paradis. C'est quand même des choses importantes. Oui, je crois qu'il était psychiatrique, le type. Voilà, à part ça, une dernière chose, il y avait effectivement l'affaire de la Sapinière avec la ville de Lamougin, la maison. Beaucoup parlé de Nanterre. On a beaucoup parlé de Nanterre pour le 40e anniversaire des événements de 68, y compris du 22 mars, qui ont effectivement commencé à Nanterre. Mais dans le dernier fait de document de Ratier, il rapporte des étudiantes à la faculté de Nanterre où les questions, bien évidemment, sont jamais une allusion ethnique à des prédateurs, entre guillemets, à des garçons. Ils les suivent, ils les abordent, les touchent, les caressent depuis les halles jusque sur leur campus. Certaines craquent, abandonnent leurs études, etc., etc. C'est quand même des choses à savoir, parce que tout le monde ne lit pas le monde de l'éducation. Moi je lis pas, mais je lis quand même la lettre de faits et documents Emmanuel Ratier, qui a reçu, je crois, sur une autre radio qui est peut-être un peu plus à droite qu'ici maintenant, Alain Soral. Voilà ce que j'avais à dire pour l'essentiel. Merci Jean-Marie. Allez, Alex, au revoir. J'ai pas tout compris, mais enfin, quant au fond, je veux dire. Mais... Allô? Ouais. Alex? Non, c'est Bernard. Oui, allô, oui. Bernard, si tu viens de me prendre Alex. Alex, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais discuter, mais sachant que ma parole est payante, j'aimerais qu'on ne me coupe pas et qu'on me laisse aller jusqu'au bout de mes phrases, si c'était possible. On vous écoute, Alex. Bien. Alors écoutez, moi je vous écoute là, depuis quelques temps. Bon, votre discours, bon, quelquefois je suis d'accord avec sur certains points. Vous dites, vous dépeignez Le Pen comme le seul qui lutte réellement contre le système. Bon, ça c'est une manière de voir, mais de toute manière, pour moi, c'est quelqu'un, Le Pen, qui a déclaré donc qu'il avait torturé en Algérie et que qu'il trouvait que c'était légitime ce qu'il avait fait. Donc à partir de là, il a dit exactement dans le journal Combat en 1962. Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Hein. Bon, alors, à partir de là, moi, tout ce qu'il peut faire pour ou contre le système, ce mec-là, c'est un rejet de l'humanité, parce que quelqu'un qui a plongé ses mains comme ça, je ne comprends pas comment on peut être pour lui. Et les gens qui sont... Vous pouvez me rappeler qu'il a envoyé faire... Ce sont ses complices. Vous pouvez me rappeler qu'il a envoyé faire le boulot à l'époque, au cas où il l'aurait fait? Mais sous quel gouvernement et quel ministre? Je parle de Monsieur Le Pen. Oui, c'était Mitterrand, je crois, et oui, mais moi je parle de Monsieur Le Pen, je parle pas mais bon, de personne. Votre blabla sur la torture en Algérie, on l'a sorti 20 000 fois. Je parle de Monsieur Le Pen. Oui, bah alors, c'est bon. Il faudrait peut-être vous rappeler ce qu'il a fait, oui. et vous n'avez pas dû faire vous qui le défendez, rappelez-vous ce qu'il a fait. Oui. Comment est-ce que vous osez le comparer à Besancenot? Besancenot, effectivement, il ne pas avoir torturé. Comment vous osez comparer un tortionnaire à quelqu'un qui défend, qui essaye de défendre? Par un homme qui a une vie et qui a agi et qui a mis ses idées, comment dirais-je, ses idées au bout de son fusil avec un animateur de cafétéria de campus, quoi. Je veux dire, bon, voilà, c'est tout. Après, bon, vous êtes un intellectuel de droite et puis voilà, vous avez un discours et une analyse extrêmement serrée de la politique, mais vous n'empêcherez pas que la personne que vous défendez est un tortionnaire, et ça infirme tout ce que vous faites. Le noyau de votre action est pourri, monsieur. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Oui, allô? Bonsoir, c'est bien. Oui, allô? On a touché Maurice. On a atteint des sommets, là. Bernard, Maurice aussi est avec nous. Alex, quand même, Alain Soral, quand même. Le Pen, il a quel âge? 80 ans. Depuis 60 ans, il est en action. Oui, je crois que tu ne soutiens pas 60 années du travail de Le Pen. Je réponds à une espèce d'abruti qui me dit que j'explique comment Le Pen est un rebelle du système depuis 1984. Ça fait combien de temps que tu es avec Le Pen?
moins d'un an. Voilà, ça fait moins d'un an. J'en ai rien à foutre de ce qu'a fait Le Pen dans les années 60. Voilà. Ce que je remarque, c'est que lui, il s'est engagé pour ses idées en tant que, je crois, sous-officier dans une guerre qui était commanditée par l'État français, sous le régime de Guy Mollet, je crois, le ministère de Monsieur Mitterrand, et que quand on a un peu le sens des comment dirais-je, des hiérarchies de cause et de responsabilité, à ce moment-là, c'est Mitterrand qu'il faut critiquer, ou le Parti socialiste. Non, c'était le système de toute façon. Donc ça va. Alain, un conseil, s'il te plaît. Écoute, Le Pen, depuis un an que tu es avec lui, tu ne vas pas justifier tout ce qu'il a fait pendant sa vie. C'est pas un final, voilà. D'abord, je crois qu'il y a passé 3 mois là-bas. Ouais. Il était militaire, il porte l'uniforme, voilà, et il s'est engagé comme pour défendre. Parce qu'en de toute façon, moi, vous connaissez mon opinion, je ne suis pas d'accord avec Le Pen, je ne suis pas d'accord avec Front National, mais à ce sujet, on ne peut pas tenir Alain Soral responsable de ce qu'il a fait. À ce moment-là, Mitterrand, il a Francisque sous Pétain, donc de toute façon, on devrait même le rayer de l'histoire de France. On aurait même invalidé rétroactivement son élection. Enfin, je veux dire, ce genre de conneries. J'ai passé l'âge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être dans le sérieux. Moi, je parle du Le Pen qui était trublion de la politique dans une séquence historique qui est 84-2008, là. Je parle pas de ce qu'il a fait en 60 et qu'il a du sang sur les mains et ce genre de conneries. Je veux dire, quiconque a fait la guerre a peut-être du sang sur les mains, oui. Je veux dire, voilà. Oui, allô Maurice, bonjour Maurice. Allô. Oui, Maurice. Bernard, je te prends, Bernard. Maurice, bonjour. Oui, bonsoir David. Bonsoir. Je vous souhaite d'abord un joyeux Nowruz, puisqu'on est... Alors, Nowruz, voilà, merci. On le fait pendant 13 jours, jusqu'à mardi. Hein. Oui, je sais. Et ce soir, tu sais, j'avais une soirée formidable. Je devais rester jusqu'à 1h du matin, puisque j'avais invité Alain. J'ai quitté un poteau, je suis venu ici, là, pour recevoir Alain Soral. Voilà. Mais c'est le plaisir de vous retrouver aussi. Merci. Oui, je voulais poser une question à Alain. La politique, les partis, moi, ça me paraît un peu obscur. Moi, j'aime bien la politique qui s'enracine un peu dans le quotidien. Tout à l'heure, Monsieur Soral parlait du Tibet. Il disait il y en a qui vont chercher une spiritualité au Tibet parce qu'ils la trouvent pas finalement en Occident. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé par contre. Ce serait un peu la même chose avec la politique. Il y en a qui parlent beaucoup des partis, des lobbies, etc. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi l'idée républicaine. Dans le concret, ça veut dire quoi égalité et réconciliation pour le citoyen lambda? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la fraternité française qui existe plus ou moins quand même est un peu battue en brèche, disloquée par des rivalités communautaires, par le communautarisme victimaire, par la confusion notamment parfois entre la nation et la race, par exemple. On parle de préférence nationale, d'autres entendent préférence raciale. Voilà, d'autres pensent que français ça veut dire objet blanc, alors que les Antillais sont français avant moi qui suis savoyard, etc. Je veux dire, donc moi, c'est à un moment donné essayer de faire du positif en disant, voilà, ce qui me touche beaucoup dans la France, qui est un pays exceptionnel, c'est qu'il y a des gens qui peuvent arriver en France de n'importe quel pays et en 20 ans devenir des Français amoureux de ce pays, parce que la France permet à pratiquement tout le monde de pouvoir devenir français c'est l'adhésion à une charte. Et moi, ce que j'aime dans mon association Égalité Réconciliation, c'est qu'il n'y a que des patriotes, certains d'origine maghrébine, d'autres anciens de la LCR, d'autres de la droite des valeurs traditionnelles, moi qui suis passé par le PCF, et que ces gens-là communient dans l'idée d'être tous des patriotes français et se retrouvent dans une certaine France populaire d'Audiard, dans un certain génie français. Et je pense qu'il est nécessaire en ce moment d'agir de ce côté-là, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre la dislocation de la fraternité française par les rivalités communautaires. Ouais. Et voilà, donc je fais ce petit boulot modeste et j'essaye de produire de la fraternité française. Voilà. Allô ? Oui, Maurice, vous êtes avec nous. Taleb, bonjour Taleb, Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bon, alors je voudrais dire quand même quelque chose et sans qu'on me coupe. Non, Taleb, c'est Taleb Taleb, tu peux revenir Taleb. Maurice, Bernard, on vous écoute, allez. Bon, alors, quand Alain Soral disait que... Enfin, moi, je vote Le Pen depuis 20 ans. Le problème avec Le Pen, c'est que ces idées ont peut-être gagné sur le terrain, dans la mentalité des gens. Parce qu'on assiste à une lepénisation des idées, encore relative. Malheureusement, sur les instances politiques, au niveau juridique, dans les médias, même sur le terrain, ça ne s'est pas vraiment traduit en fait.
je m'explique. Par exemple, quand on prend l'affaire Michel Lajoie, est-ce que vous connaissez l'affaire Michel Lajoie, monsieur Soral? Oui, si vous étiez plus informé, vous savez que j'ai signé la pétition pour sa libération. Je suis un des seuls qui ne soit pas de la mouvance que vous savez, qui a osé signer cette pétition, car effectivement que cette personne ait fait 23 ans de prison ferme pour avoir fait une connerie à l'âge de 20 ans, méritait tout autant d'être défendu que M. Battisti, vous voyez. Et moi, je suis pour qu'on cesse de persécuter M. Lajoie et M. Battisti, parce que je